Merci à tous ceux qui sont présents déjà, et puis bienvenue donc à tous ceux qui vont nous rejoindre. Donc en 2015, l'ONU s'est doté de 17 objectifs du développement durable. Je vous rappelle qu'il faisait suite aux objectifs du millénaire. Les objectifs du millénaire étaient surtout destinés au Sud et ce qu'ont importé essentiellement les objectifs du développement durable, c'est qu'ils s'adressaient à l'ensemble de la planète, c'est-à-dire aussi bien au nord qu'au sud. Alors, ils avaient un rôle immense puisqu'il s'agissait d'éliminer la pauvreté, d'assurer la prospérité, la paix, de protéger la planète, enfin bref, un objectif énorme. Comme c'est en avoir l'ONU. Alors aujourd'hui, on est dans une journée de mobilisation. D'ailleurs, vous risquez d'entendre un petit peu de bruit parfois parce que j'ai la manif qui passe en bas de chez moi et qui risque d'être importante et de faire un peu de bruit. Alors, dans une journée comme celle d'aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement qu'il reste encore beaucoup à faire, hein, et on entend très très peu parler justement de tout ce qui concerne la protection de la planète, c'est-à-dire l'air, l'eau, le climat, l'océan, etc., qui sont pourtant toujours considérés comme des biens communs alors qu'ils sont de plus en plus privatisés. Donc aujourd'hui, pour nous en parler, on a Bettina Laville, qui est conseillère d'État honoraire, qui est Bonjour. présidente, bonjour Bettina, qui est présidente de l'Institut des études avancées, qui est ensuite présidente honoraire du comité 21 qu'elle a fondé. Et donc, très tôt, Bettina, vous avez toujours euh, finalement adjoint la préoccupation des ODD avec celle des biens communs, puisque votre institut des études avancées a fait de nombreuses réunions autour de ces deux thèmes pour en discuter. Alors on sait qu'il y a des problèmes de droit, qu'il y a des problèmes énormes qui sont liés à ces deux thèmes. Alors on va faire ensemble un peu le point sur le sujet. Donc d'abord, savoir si les ODD finalement c'est une réussite partielle, un échec. On est à peu de temps la fin, puisque ils étaient mis en place pour répondre à une exigence en 2030, mais on sait qu'ils vont être à l'honneur lors de la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU, donc vous allez nous en parler un petit peu. Et puis surtout, bah, c'est l'occasion de parler un peu de l'ONU, justement, enfin du multilatéralisme d'une manière générale, mais multilatéralisme qui a pris des gros coups ces derniers temps, et que ben, la question qui se pose, c'est est-ce que tout cela va finalement réagir, tenir le choc par rapport au backlash généralisé de l'environnement sur l'environnement auquel on assiste aujourd'hui? Alors, merci d'abord de l'invitation et bonjour à tous. Je vais d'abord prendre votre question sur les objectifs de développement durable. Ça a été dans l'euphorie globale de 2015, qui était peut-être un peu surjouée par rapport à une réalité qu'on connaissait et puis que de toute façon qu'on prévoyait en tout cas. Ça a été effectivement un moment multilatéral très important qui ne tient pas ses promesses. Ça, je crois qu'il faut quand même le dire clairement. Pour prendre les chiffres exacts qui ont été donnés à la réunion de juillet, ce qu'on appelle le HPLF, qui fait le point sur certains ODD et puis qui offre aux pays de faire leur revue politique sur les ODD. On espère, je dis bien on espère, que 35% des cibles pourront être atteintes, donc c'est quand même pas du tout une réussite. Mettons qu'elle monte à 40, mais moi je suis un peu sceptique. 18%, et ça c'est le chiffre le plus inquiétant, régresse. Et ça c'est très très nouveau quand même par rapport à la session d'avant qui étaient les objectifs du millénaire et les autres stagnent. Donc, si vous voulez, je pense que pour l'instant, ce n'est pas une réussite, mais j'ai envie de dire
comment cela pourrait-il être une réussite? Vous avez à peu près les trois quarts des objectifs de développement durable qui sont frappés par évidemment les guerres actuelles. Alors les deux grandes qu'on connaît, bien entendu, qui pulvérisent les objectifs, qui pulvérisent les objectifs pour, par exemple, l'accès des enfants à l'éducation, même si d'ailleurs dans beaucoup de pays ça continue de progresser, qui pulvérisent évidemment, alors ne parlons pas de l'objectif 16, de l'ODD 16 qui est la paix, ça je crois que celui-là il est vraiment très compromis, et qui pulvérise évidemment toutes les données environnementales qui sont détruites par la guerre, etc. Euh, Par ailleurs, on sait que les objectifs climatiques sont extrêmement difficiles à tenir et que, au fur et à mesure des années, la cible 1,5 s'est complètement éloignée, en tout cas pour les prochaines dizaines d'années, hein. On verra si on arrive à maintenir à la fin du siècle, mais pour l'instant, c'est quand même assez mal parti. Donc, si vous voulez, les objectifs de développement durable vont devoir faire un constat extraordinairement modeste, pour ne pas employer le mot négatif. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le secrétaire général de l'ONU y est très attaché. On a l'impression qu'il crie un peu dans le désert. Et puis, il faut rejoindre cette affaire des ODD à deux choses. Évidemment, le retrait de l'accord de Paris des États-Unis, l'influence sourde que les États-Unis ont sur beaucoup d'autres pays en disant c'est pas la peine de faire des efforts. Et je pense qu'au fur et à mesure, on se rendra compte que l'aide qui va continuer peut-être à être donnée à certains pays, va sûrement être conditionnée à un arrêt des politiques climatiques. Ça, à la limite, c'est presque ce qui m'inquiète le plus. Et d'autre part, il est évident que les objectifs de développement durable repose complètement sur l'aide internationale. Et à partir du moment où même les pays qui ont été les plus en pointe, comme le nôtre, sur l'aide internationale, sont obligés pour des raisons budgétaires de la baisser, mais ça, c'est pas tellement ce qui est le plus important, c'est surtout, et on le voit bien, l'arrêt quasi total, même si ça reprend peu à peu avec des critères extraordinairement obscure, l'aide internationale des États-Unis, ce coup d'arrêt que Trump a brandi comme une grande victoire et en arrivant au pouvoir, c'est absolument international, c'est absolument dramatique parce que les ODD reposent sur l'aide internationale, je veux dire, et sur les partenariats internationaux, etc. Donc, on va assister à l'Assemblée générale à laquelle vous faites allusion à des objurgations, ça c'est clair, du secrétaire général de l'ONU, à des réengagements. D'ailleurs, les réengagements ont été pris déjà en juillet, mais ils se heurtent à une réalité quand même qui est particulièrement lourde. D'accord. Et alors, donc, on a aujourd'hui le lien que vous avez pu faire justement avec les biens communs. Est-ce que ces ODD, finalement, étaient aussi une garantie, alors on vient un peu de l'évoquer avec l'aide internationale, mais étaient une espèce de garantie de protection aussi de ce qu'on appelle les biens communs. Et est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que c'est d'ailleurs? Alors, les biens communs, vous savez, ça a tellement de sens que c'est très Voilà. difficile de rappeler ce que c'est. Il y a eu dans les années On abordera la question juridique d'ailleurs dans une seconde partie les concernant, hein, et aujourd'hui, les questions alors, qui se posent. il y a eu dans les années 90, effectivement, une vague biens publics mondiaux. En fait, c'était un peu ça à l'époque, hein, dans les organisations internationales, les biens publics mondiaux qui ont abrité toutes ces politiques qui a abouti sur les objectifs du millénaire et puis les objectifs de développement durable. Donc, alors, moi je trouve que c'est très contrasté, d'ailleurs exactement comme on ne peut pas tirer
de la faiblesse des politiques des ODD et de leur relatif échec, l'échec du multilatéralisme. Parce que finalement, tout ça est extraordinairement contrasté. Vous avez des réussites du multilatéralisme, comme par exemple le traité sur la haute mer, qui va être ratifié dans peu de jours, puisqu'on est à 57 signatures, je crois, donc on est presque aux 60 signatures. Et là, c'est quand même une grande réussite qui couronne une dizaine d'années d'efforts. Vous avez sur le plan multilatéral un accord dont on a peu parlé, qui est l'accord de l'OMS sur l'ensemble des vaccins, etc., qui est extrêmement important et auquel on ne croyait pas, étant donné la pression des États-Unis sur l'OMS. Voilà. En même temps, vous avez vraiment des menaces, ne parlons pas du traité de plastique qui a vécu une session assez horrible au mois d'août, je veux dire. Et par exemple, sur le fond des mers, bah, il est évident qu'il y a une espèce de mouvement de la fameuse parole on fort, mais pas simplement le sol, on fort la mer et le fond des mers. Bon. Et donc, si vous voulez, là, il y a une concurrence en plus entre un certain nombre de pays, dont avant tout les États-Unis et la Russie. Et donc là, le multilatéral n'existe pas et est mis à mal lorsqu'il y a des forces économiques extrêmement importantes. Mais il y a aussi des réussites. Donc, pour l'instant, on est vraiment, je trouve, dans une époque. Alors, tout le monde dit époque de bascule et on ne sait pas du tout sur quel côté ça va basculer. Il y a toutes sortes de signes négatifs, mais il y a encore des signes positifs. Je crois que quand même le problème extrêmement important, c'est l'attitude des États-Unis et l'hégémonie que les États-Unis font peser sur l'ensemble de ces politiques, tout simplement parce que pour eux, pour revenir à la notion de bien commun, cette notion n'existe pas. C'est manifestement comment dirais-je, une affirmation de la puissance hégémonique d'un seul pays, d'une part, et c'est l'affirmation de l'absence de règles. On le voit bien, aussi bien en interne qu'en externe. Mais Donc ça, quand vous dites, hein, pour eux, les biens communs n'existent pas, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? bah, ça veut dire qu'à partir du moment où ils contestent, on le sent parfaitement, l'ONU, en fait, et surtout où ils coupent les ressources à toutes les organisations internationales, en commençant par l'organisation climatique, l'UNESCO, euh, l'OMS et finalement toutes, tout simplement, c'est elles qui organisent le bien commun. C'est ces organisations internationales qui sont toutes des satellites de l'ONU. Et finalement, pourquoi je dis qu'ils contestent le bien commun? Parce qu'ils contestent l'ONU, en fait, tout simplement. Et les deux vont ensemble. Alors, à part ça, mais on en parlera, donc vous me dites tout à l'heure, la notion de bien commun progresse en même temps, c'est tous les contrastes de notre époque, mais plutôt en interne dans les pays. Alors, justement, on peut, si on veut, commencer déjà à aborder cette dimension. Donc, finalement, c'est vrai que euh, le bien commun, c'est un peu l'universel, et c'est justement ce qui a été défini dans les années 2000, 2010. Hein. Et aujourd'hui, quand on en parle, ça fait presque religion de parler du bien commun, qui est d'ailleurs qui a été sans doute très, très visité par les théologiens. Ça fait sourire aussi. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi l'Europe. Il y a aussi en France le Rassemblement national qui est pas tout à fait favorable à tout cela. Et puis, bon, on voit que souvent, finalement, ça a été
un peu négligé, on n'en a pas parlé. Alors, vous avez toute une théorie sur la territorialisation, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut dire qu'il y a deux visions qui s'opposent un petit peu. On a la vision italienne qui, avec donc la révolution des communs à Naples, qui voudrait que finalement on inscrive les communs dans la Constitution, donc faire une espèce de protection étatique. Et puis, il y a une position qui est, on s'en est pas assez occupé au niveau territorial, et finalement, il faut aujourd'hui les défendre davantage au niveau des territoires. Donc, aspect constitutionnel, aspect territorial, quelle est votre position? Alors, ces plans sont extraordinairement différents. Sur le plan onusien, les biens communs, ça a été, c'est une sorte de mélange entre les biens publics mondiaux, qui sont des biens universels à protéger, et qui surtout, c'est ça le sens du bien commun, qui ne doivent pas être appropriés par des intérêts privés. Alors, ça, finalement, même si on l'appelle plus aujourd'hui bien commun, la réflexion continue, mais il y a beaucoup de brèches, étant donné l'ultralibéralisme qui en plus se propage en Amérique du Sud. J'ai lu il y a 3 jours que l'Argentine privatisait les exploitations du nucléaire. Alors ça, je pense que quand même personne n'avait osé le faire. Donc, si vous voulez, il est évident que vous avez ce type de dérive. Sur le plan de la théorie, sur le plan national, vous faites allusion au bene comuni, hein, je veux dire à toute la théorie italienne des beni comuni. Bon, alors, vous avez d'abord des pays qui ont déjà inscrit la notion de bien commun dans leur constitution. Vous avez des pays en Amérique du Sud, vous en avez un, je crois, en Europe, vous en avez en Afrique, etc. Euh, Est-ce que ça remplace, et ça c'est le euh, finalement débat français, est-ce que ça doit remplacer ou est-ce que ça doit s'ajouter à l'intérêt général? Parce qu'en France, nous, on a une notion d'intérêt général qui vient de l'État, en fait. Alors, c'est pas tout à fait vrai au niveau historique, parce que au niveau historique, la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen ne parle absolument pas d'intérêt général, contrairement à ce qu'on croit. Elle parle d'utilité commune. Et l'utilité commune, c'est très proche du bien commun. Mais les biens communs, c'était quelque chose qui finalement avait à la Révolution des relents d'ancien régime. Donc peu à peu, on a une doctrine particulièrement administrative qui s'est forgée en particulier évidemment avec le Code Napoléon. Il est absolument évident qu'elle a été remplacée par l'intérêt général. C'est pour ça, chez nous, malgré toutes sortes d'initiatives, il y a une espèce de tension entre l'intérêt général et le bien commun. Alors, sur le plan territorial, en revanche, pourquoi les biens communs s'épanouissent sur le plan territorial? Tout simplement parce que sur le plan territorial, il y a moins et de moins en moins de revendications à l'autorité de l'État. Autrement dit, sur le plan territorial, les collectivités locales, d'abord veulent, c'est évident, et d'ailleurs même le Premier ministre aujourd'hui veut relancer le mouvement de décentralisation. Bon courage d'ailleurs dans cette atmosphère politique, mais pourquoi pas. Mais à partir du moment où vous avez une relance dans la décentralisation, on se rend très bien compte que les gens veulent finalement construire du bien commun par eux-mêmes. Et c'est le sens véritable des biens communs et de ce qu'a décliné Holstrom, etc. Je veux dire, on n'a pas du tout. C'est pas l'intérêt général, c'est pas l'intérêt, les biens communs, c'est pas l'intérêt général qui garantit la communauté des usages ou bien le bien pour tous. C'est justement l'ensemble des personnes qui le font et je pense qu'au niveau territorial, vous avez véritablement une grande aspiration à finalement ce qu'on appelle co-construire ou construire ensemble. Oui, mais par exemple, si on regarde l'eau, les problèmes de l'eau, on s'aperçoit que
finalement la notion d'utilité publique, enfin, ou pour tous, on va dire, plutôt, disparaît dans certaines régions, dans certains territoires. Elle est battue en brèche, en tout cas. Non, non, elle ne disparaît pas, elle est détournée. C'est Elle une est chose. détournée. Oui. Voilà. C'est tellement difficile. Vous avez parlé de certains partis politiques. Certains partis Mais politiques apprenons à les nommer parce que je pense qu'il non, mais parce qu'il n'y a pas que le RN, en fait, décline l'intérêt général à tout va et finalement se présente comme garant de l'intérêt général à partir du moment où l'intérêt général est pour eux l'intérêt du peuple et que le peuple, socle de l'intérêt général, eh bien finalement, on l'interprète, on lui donne la parole qu'on veut, on peut même le confisquer. Alors, est-ce que justement, on a des exemples de cet ordre hein, dont on pourrait parler sur le plan environnement, justement? Vous voulez dire de cet ordre de ces biens communs? Oui, qui ont été Oui, bien confisqués. sûr. Bah, moi, ce que je pense, c'est que à chaque fois qu'on se préoccupe de mise en commun des usages et de rationalité des usages par rapport à la rareté de la ressource, la notion de bien commun est extrêmement efficiente, hein. Vous avez, bah, c'est en fait tout ce qu'a raconté Ostrom, hein. Je veux dire, à partir du moment où vous donnez la responsabilité à des citoyens de se mettre autour d'une table pour rationaliser les usages, on y arrive. Aujourd'hui, on n'est pas du tout, malheureusement, il faut bien le dire, dans cette atmosphère, puisque les usages des biens rares sont extraordinairement, je veux dire, battus entre, si vous voulez, les intérêts des agriculteurs, ceux qui représentent les intérêts écologiques, etc. Et je crois que, évidemment, la loi du plomb a été une extraordinaire illustration de ça, l'affaire des bassines et tout ça. Et je pense que là, on n'arrive absolument pas, comme dans beaucoup d'autres sphères de la société, à faire des consensus. Et pour l'instant, on est malheureusement en train de choisir les communautarismes au lieu des biens communs, ce qui n'a strictement rien à voir. Alors justement, c'est très très important de faire cette différence entre communautarisme et bien commun. Et deuxièmement, vous avez évoqué plusieurs fois le nom d'Alstrom. Peut-être qu'on peut en dire un mot parce que les journalistes ne connaissent peut-être pas tous les travaux qui ont été menés par elle. C'est sûr que beaucoup de gens connaissent quand même les travaux d'Elinor Ostrom, qui a quand même été prix Nobel, donc ça lui a donné une belle notoriété. Non, ce que Ostrom a assez opposé à une autre théorie qui était Harding, en fait, et en l'occurrence, Harding disait, pour vraiment extraordinairement simplifier, hein, que finalement, il y avait chez l'homme un désir d'appropriation et que à partir du moment où une ressource était rare, eh bien, la tendance générale était de se l'approprier au profit d'un groupe. Et Holmstrom a développé non seulement une théorie contraire, mais surtout des exemples précis. Ce qu'on oublie beaucoup chez Holmstrom, c'est que son œuvre est faite de trois quarts d'exemples précis où, par exemple pour la pêche, par exemple pour le bois, par exemple sur les autres ressources maritimes que la pêche, par exemple pour la gestion des forêts, etc., eh bien, on peut se mettre en commun pour à la fois vivre de la ressource et respecter la ressource. Bon, peut-être que c'est une période en ce moment moi, j'ai toujours pensé que, étant donné la rareté des ressources et l'explosion, en fait, des problèmes internationaux et des tensions, on aurait une mise en veilleuse de tous ces biens. Mais je suis profondément persuadée que cela reviendra tout simplement parce que c'est la seule solution. Alors, il y a une autre solution qui est, comme on dit, sur la table aujourd'hui, c'est la guerre. Il faudra choisir.
Et alors la guerre, justement par rapport à cela? Bon, j'ai l'impression que vous m'entraînez sur des terrains comme les plus anciens d'entre nous se souviennent, vous savez, et Dieu, vous savez, bon, et la guerre. Bon, alors, je ne sais pas que, comment parler de la guerre. Vous avez deux formes de guerre actuellement. D'abord, vous avez une guerre aujourd'hui qui est faite pour éradiquer quand même, hein, la guerre Israël-Palestine, Israël, oui, enfin Oui, Gaza, Palestine. qui, bon, qui finalement qui est une guerre, ce qu'on appelle dans la théorie de la guerre, une guerre juste au départ, parce que après ce qui s'est passé sur la tuerie complètement, l'épouvantable tuerie qui s'est passée en octobre il y a 2 ans, bah, il est absolument évident que cette riposte, finalement, personne ne l'a contestée. Bon. Maintenant, l'étendue des drames, des atrocités et surtout de la volonté qu'on voit en direct en ce moment d'éradiquer totalement la bande de Gaza et la ville de Gaza, bon, bah, avec le débat évidemment sur le génocide, c'est autre chose. Et finalement, c'est vrai que la dernière guerre qu'on avait vue de cet ordre, c'était véritablement la guerre avec les Tutsis, hein. Je veux dire, ça, je crois qu'on ne peut pas ne pas faire le parallèle. Il y a aussi des équivalents dont on parle moins au Soudan en ce moment. Mais enfin, c'est bon. Alors, ça, c'est une guerre qui est quand même condamnée par le droit international. La CPI est saisie. Et d'autre part, il faut quand même bien voir que, alors là, s'il y a une illustration du contraire du bien commun, c'est bien ça, je vais dire, hein, puisqu'on ne peut, et du communautarisme guerrier et vengeur. Voilà, donc, bon. Euh, En même temps, c'est d'autant plus douloureux que se livre à cette guerre un peuple qui a horriblement souffert de ça. Donc, je veux dire, ça rend profondément dramatique. Enfin, c'est une tragédie grecque, cette affaire. Bon. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous avons en Europe une guerre, alors vraiment beaucoup plus classique, qui est une guerre d'expansion, qui est une guerre d'un monsieur qui veut retrouver l'époque de sa jeunesse, voilà, c'est-à-dire en l'occurrence l'Union soviétique. Il ne s'en est jamais caché, c'était clair, et il grignote avec évidemment le spectre derrière lui de la guerre atomique. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que tout ce que disent les commentateurs? Euh, on va avoir évidemment une fin de guerre à Gaza, d'une manière ou d'une autre. On ne va pas oser appeler ça paix. Et on va avoir et on va se réouvrir un siècle de désir de vengeance. Bon, voilà. Donc ça, c'est évident. Avec en plus, il faut bien le dire, des conflits environnementaux extrêmement durs dans cette région, qui est évidemment une région qui souffre énormément, comme tout le bassin méditerranéen. C'est pas à vous que je vais dire ça, de la sécheresse. Donc ça, c'est la première chose. À part ça, au niveau de la guerre d'Ukraine, bah, là, franchement, la responsabilité est à l'Europe, et la responsabilité est à l'OTAN, et la responsabilité négative est à Monsieur Trump, dont on attendait qu'il arrête ce conflit en 2 jours et dont on voit bien qu'il est dans les mains de Vladimir Poutine, avec tout ce qui s'est écrit là-dessus. Alors là, on a fait un peu une digression. Je voudrais qu'on revienne Largement, oui. largement, mais c'est pas grave. C'est important parce que ça nous permet de voir aussi, de répondre aussi à la question de départ, hein. Pourquoi aujourd'hui on parle moins des ODD ou des biens communs? C'est parce qu'on a aussi ce climat
c'est au climat de tension internationale. Non, Donc, si je peux vous interrompre, je crois qu'on parle moins des ODD pour trois raisons extraordinairement identifiées. Premièrement, le déclin de l'aide internationale, et on oui. voit bien combien la conférence de Séville a eu du mal à avoir une vision positive, Alors, malgré. on parle même d'une position onusienne, enfin, j'ai lu ça, mais pas de manière très précise, d'abandon finalement de ce qui faisait ça, la source de tout cela, c'est-à-dire la fin de la pauvreté. On a d'un côté, avec cet abandon de l'aide internationale, on a même l'impression on cesse de se Bien sûr. préoccuper de la Et pauvreté. c'est là où vous avez raison, c'est la raison d'être des ODD. Donc Oui. ça, c'est la première chose, hein. Voilà pourquoi ça marche pas. La deuxième, je veux dire, il faut quand même pas avoir peur de dire que l'attitude des États-Unis, que les États-Unis ont une responsabilité énorme. Et la Et qu'on troisième, suit, on suit quand même. alors, On est dans le... n'exagérons pas, mais on ne le combat pas. Je veux dire, on ne combat pas, et on l'a bien vu à la négociation des accords commerciaux. On ne combat pas tout simplement parce qu'on a peur d'être puni au niveau des accords commerciaux. Donc ça, c'est la seconde chose. Et je crois que, enfin, s'il y avait vraiment un renforcement, enfin, s'il y avait vraiment une démonstration de la nécessité du renforcement de l'Europe, elle est faite. Et la troisième raison, moi, que je trouve quand même extrêmement importante, et on n'a pas parlé jusque-là, c'est que tout ce qu'on appelle le Sud global, en tout cas, et la Chine et pays pauvres, eh bien, non, cette organisation des États, cette réalité étatique n'a strictement rien à voir avec non seulement le moment où on a signé toutes ces conventions, c'est-à-dire la conférence de Rio en 1992, mais encore plus le moment où de l'accord de Paris. Et je crois que ça ne se dit pas assez, c'est-à-dire que on a aujourd'hui 10 ans d'accord de Paris, mais le monde a traversé des tempêtes depuis ces 10 ans absolument extraordinaires, qui sont, si on les résume, évidemment le Covid, et ne négligeons pas la blessure des pays pauvres de voir que les pays du Nord se sont mobilisés pour vacciner leurs ressortissants, j'allais dire ressentiment, c'est intéressant comme lapsus, mais absolument pas, non pas donner les vaccins aux populations. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on va mettre beaucoup de temps à nous pardonner. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que deux fois Trump, c'est quand même une secousse, hein, et malgré tout, un mandat démocrate faible, je veux dire, par rapport et entouré d'un mandat Trump qui est un premier mandat Trump qui est déjà, comment dirais-je, une mise en jambe et puis aujourd'hui l'accomplissement. Donc vous avez quand même un gros sujet là-dessus. La multiplication des guerres et une guerre en Europe et la baisse générale de l'aide à cause de la dette. Donc, si vous voulez, vous avez véritablement un changement de paysage international. Et moi, ce que je crains beaucoup, c'est que on ne repose pas les fondements. Alors, pourquoi on ne repose pas les fondements? On ne repose pas les fondements parce qu'on a peur que quand on rouvre la discussion sur les fondements, il y ait une brèche pour détruire ces fondements. Et ça, c'est une vraie peur. Et ça, je crois qu'on doit vraiment l'analyser. Parce que, prenez par exemple tout ce qui est droit d'asile, etc. Pourquoi, en fait, sur la Convention des réfugiés de 51, on ne fait pas rentrer les réfugiés environnementaux qui vont être de plus en plus nombreux, parce qu'on sait parfaitement que si on rouvre cette convention, bah, beaucoup vont la quitter. Donc, évidemment, ce n'est pas très encourageant. Mais si on n'a pas le courage, et ça c'est vraiment le mandat du prochain secrétaire général de l'ONU qui aura les rênes en 2030, si on n'a pas le courage de repenser les fondements dans ce nouvel ordre
désordre géopolitique, bah, en fait, les choses vont s'effilocher. Et quand les choses vont s'effilocher, on arrive quand même à la multiplication des conflits. Mais vous avez une position qui est une position extrêmement pessimiste par rapport à l'effondrement actuel, effectivement, de la suprématie du Nord. Mais on voit quand même les pays du Sud aujourd'hui poursuivre une préoccupation par rapport, par exemple, à ce qui s'est passé à Addis Abeba pour l'Afrique, qui a repris à son compte les lois sur le climat et qui fait des propositions maintenant à son propre compte hein, sur le climat et qui ne dépend plus forcément de l'Europe, mais commence à s'organiser pour faire face à finalement ce qu'on a été incapable de mettre en place, c'est-à-dire les politiques d'adaptation, les politiques de défense hein, du climat d'une manière générale. C'est peut-être quand même un signe positif. Hein. Alors, Le réveil du Sud. dans le Sud, enfin, je vais traiter les pays africains et la Chine. Je vais faire un sort tout de suite à la Chine. La Chine progresse beaucoup plus qu'on croit en matière environnementale, et je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il faut s'appuyer sur la Chine maintenant pour avancer. Ne soyons pas non plus naïfs, hein, je veux dire, la Chine a des objectifs commerciaux très très clairs, la route de la soie ça existe, etc., etc. Bon. Et la Chine a fait un texte que je conseille à tout le monde sur le développement durable, l'universel, l'ONU, etc. Absolument fabuleux parce que quand vous lisez ce texte, vous avez l'impression de lire un communiqué de l'ONU, mais en fait, vous lisez un communiqué chinois qui reprend à son compte les termes sans du tout en reprendre l'esprit. Donc, je veux dire, ça, c'est quand même une vraie interrogation. Deuxièmement, moi j'ai une lecture d'Addis Abeba un tout petit peu moins optimiste que vous. Alors, c'est vrai que justement, et là vous avez raison, à cause du fait, et vous savez bien à quel point j'y suis attaché, on n'a pas du tout traité suffisamment l'adaptation, et d'ailleurs on continue de ne pas le traiter suffisamment, parce que par exemple pour la COP30, je ne vois aucune proposition solide et même à Bonn, l'avancée sur les indicateurs d'adaptation est très faible. Donc, vous avez quand même ce problème-là. C'est vrai que les pays du Sud commencent à, enfin, se disent que d'abord, ils vont être peut-être encore plus frappés, quoi qu'on ne sait plus maintenant, mais les scientifiques hésitent là-dessus et on voit que le Nord va être très frappé. Mais qu'ils vont être très frappés, évidemment, par le réchauffement climatique et donc, ils reprennent à leur compte, ça vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à Addis Abeba? Ils ont dit de manière claire que tout ça n'existerait pas sans l'augmentation de l'aide et sans des crédits extrêmement forts. Et ils nous renvoient le retard de 15 ans des 100 milliards d'euros. N'oublions pas l'argent qu'ils réclament. Voilà, moi je trouve que quelque chose de très intéressant dans Addis Abeba, pour aller un peu dans votre sens, c'est la primauté qu'il donne à l'action des banques en développement, des banques de développement. Donc ça, c'est très important parce qu'on voit là qu'il y a effectivement un désir d'auto-organisation. Sans ça, moi je peux vous dire que à la COP30, l'affaire du soutien financier aux actions climatiques va être, comme d'habitude, le plus important. Et plus que d'habitude même, sans doute. Bon, alors, bon, peut-être y a-t-il des questions qu'on pourrait, pour relancer ce débat parmi les participants? Il faut appuyer sur relever votre main parce que je ne sais pas très très bien comment ça marche. Hein. Donc, levez la main et je vous donne la parole. Oui, Laurent Miguet. Alors, je ne sais pas très bien. Laurent, allez-y, va parler. Bon,
Ou alors, il faut peut-être mettre la question dans le chat, non? Non, non, en principe, mais c'est parce que peut-être que Yannick nous a abandonnés, mais euh, on doit lui donner la parole. Bon, Laurent, vous m'entendez? Ah ben si, il y a marqué discussion autorisée. Mais je sais pas par qui Ben l'autorise. oui, ben par Yannick, hein, en principe, mais c'est Laurent Miguet qui a dû oublier d'ouvrir son audio. Bon, je sais pas. Bon, bah écoutez, tant pis. Ou alors passez-nous par Et chat. oui, par chat, voilà. Oui. Ben, je sais pas, je sais pas s'il m'entend. Je sais pas si Laurent m'entend, en fait, hein. C'est ça le problème. Bon, alors, est-ce que on avait d'autres questions? Bien. Yannick? C'est angoissant, hein, votre Oui, affaire. très angoissant. Très, très angoissant. Bon, en fait, bref, j'ai perdu tout le monde. Voilà. Et bon, bah écoutez, on va continuer toutes les deux, Bettina. Voilà. En attendant que se résorbe. Mais je pense que c'est Yannick qui nous a abandonnés. Voilà. Peut-être allons-nous le retrouver bientôt. Et je pense que quelqu'un doit peut-être lui indiquer que on n'entend pas Laurent. Euh, je voudrais revenir donc sur cette histoire de bien commun. Est-ce que vous pouvez être... Voilà, moi j'ai trouvé la question de Laurent, Ah euh, ben, c'est bien alors. qui est aujourd'hui l'Europe recule sur l'objectif 2040. Quel impact redoutez-vous? Très bien. Donc je me pose la question Merci. à moi-même, du coup. Merci Laurent de cette question. Merci. Oui, oui, ça y est, je la vois. Voilà. C'est parce que Euh, visiblement, alors, vous n'avez pas... oui, alors l'Europe recule. Alors, soyons mesurés. Euh, non seulement c'est possible, mais c'est presque sûr. Alors, ce qui s'est passé, vous le savez aussi bien que moi, c'est que la France et l'Allemagne ont fait pression pour que ça ne soit pas discuté aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le Conseil environnement, mais Oui, ça soit reporté à la discussion des chefs d'État. Tout le monde sait que... Alors, il faut quand même un peu minimiser ça, parce que même si la décision avait été prise, elle aurait dû être validée par le Conseil européen. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si c'était mieux euh, que le Conseil européen revienne sur une décision. Ça n'aurait pas fait bon genre non plus. En oui, même mais on était parti pour Belém mieux. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En même temps, c'était justement avant Belém. Bon, c'est un signe qui n'est pas du tout un signe positif. C'est un signe un peu incompréhensible de la part de l'Europe. Je crois qu'il y a le Brésil a désigné des émissaires dans tous les continents, et je pense qu'il y a un émissaire européen, donc il devrait, si vous voulez, faire son office aussi, et je pense avoir une grosse pression pour qu'il y ait quand même pas simplement un débat, etc. Ce que je crois, votre question c'était est-ce que c'est un bon signe? Ben non, c'est un très mauvais signe. C'est un très mauvais signe qui est dû finalement à la question ne pas rompre l'unité. C'est pas simplement les efforts à faire au niveau interne. C'est pas simplement ça. C'est le désir des grands États, comme la France et l'Allemagne, de maintenir à tout prix l'unité européenne par rapport aux dangers venant de la Russie et à l'union autour de l'Ukraine. Ça, c'est un objectif noble, entre guillemets, parce qu'il faut quand même bien dire que si cette unité est rompue, nous aurons des conséquences absolument dramatiques, y compris au niveau du carbone. Je veux dire,
envoyer les canons, ça n'a jamais aidé la diminution du carbone, hein. Bon, donc ça, c'est une évidence. Maintenant, à ce propos, les chiffres d'augmentation des gaz à effet de serre euh, par, issus du conflit euh, à l'est de l'Europe sont absolument vertigineux, hein. Je veux dire, il faut quand même bien le dire. Bon, donc, si vous voulez, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évident que il y a un backlash, comme on dit, qui est une volonté de mettre le pied sur le frein pour tout. Alors, euh, à Belém, l'Europe, en arrivant de cette manière, qui va être une manière indécise finalement, sans véritable volonté politique, va perdre un leadership de manière absolument dramatique. Et Et c'est donc, la première fois, surtout depuis le début c'est des pas la négociations. première fois. Depuis 2 ans, je trouve que Oui. c'est quand même, franchement, ça se voit de plus en plus. Bon. Et enfin, c'est vraiment une rupture de son leadership en matière de négociation climatique. Oui, c'est une rupture de son leadership. C'est aussi, euh, comment dirais-je, c'est aussi une très mauvaise interprétation du rapport Draghi, moi je trouve, parce que le rapport Draghi, on n'en a retenu que l'objectif compétitivité, et c'est justement au nom de cette compétitivité qu'on met le pied sur le frein. Sauf que les deux messages du rapport Draghi, c'est compétitivité et décarbonation. Et ça, je trouve qu'il faut absolument le décliner. Et il y a des pages sur la décarbonation qui sont extrêmement importantes dans le rapport Draghi. Donc c'est une lecture faussée à cause de la montée des extrêmes et à cause du backlash général. Voilà. Euh, je voudrais quand même dire que c'est en plus pas forcément la volonté des entreprises. Les entreprises gardent des trajectoires en ce moment, voudraient justement non pas des décisions, non pas de l'indécision, mais au contraire des choses claires. On rejoint évidemment, et ça pour la France, c'est quelque chose que je trouve vraiment très très lourd. On rejoint complètement, à cause des menaces du Rassemblement national, parce qu'il faut quand même là parler clair, c'est à cause de ça, la publication de la PPE, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, et donc c'est un tout extrêmement inquiétant. Donc oui, voilà, pour répondre, c'est très ennuyeux. Voilà. Bon, mais est-ce que ça... Alors, comment vous voyez sur Belém justement jouer cette absence de l'Europe, hein? Au niveau de la négociation, ça va changer énormément de choses, hein. Euh, Comment alors, voulez, comment voulez-vous? on va ajouter, bien sûr, tout ce que vous venez de développer sur l'aide internationale qui va être absente, plus cette volonté européenne qui va manquer. Belém est donc à un moment où on devait faire, au contraire, on devait renouveler des engagements et même les augmenter. Donc, Belém est Vous un savez, euh, annoncé. il faut venir aux racines de l'accord de Paris. L'accord de Paris a été chanté, loué, etc., avec, je dirais, assez de raisons, puisque on peut dire que en 2015, c'était une belle réussite, c'était une réussite française, puisque la France présidait, et c'était aussi un espoir. Donc ça, il faut surtout pas le nier. En même temps, euh, on a changé de méthode, c'est-à-dire que on a dit, voyez, ça ne marche pas puisqu'on impose des quotas à l'ensemble des pays et on part du haut vers le bas et donc ça ne marche pas. Et donc on a dit, on va faire autrement. On va dire, alors je caricature complètement, à votre banqueur, c'est-à-dire, dites-nous ce qui est possible. Voilà. Mais ça, on courait l'extraordinaire risque
que les gens disent, bah, excusez-nous, mais c'est pas possible, je veux dire. Et donc, c'est le défaut de la méthode, je veux dire. Aujourd'hui, on est devant un mur de défaut de cette méthode. Ce que les négociateurs et Laurent Fabius avaient expliqué, c'est que le réchauffement était une telle menace universelle que tout le monde allait agir rationnellement, comme on dit en théorie économique. Ce qui est un peu vrai, parce que quand même tout le monde fait des efforts. Et quand Madame Masson-Delmotte rappelle toujours que sans ces efforts, on ne serait absolument pas malheureusement atteindre le 2 degrés, mais atteindre le 3, c'est tout à fait exact. Et donc on sait quand même, les scientifiques nous ont dit que c'était que 1 degré. Bon. Donc, si vous voulez, les conséquences de 1 degré. Donc, on ne peut absolument pas dire que c'est un échec. Mais en méthode, dans une atmosphère internationale où les pays du Sud veulent plus d'aide, même si, très honnêtement, et ça c'est très souvent Monique Barbu qui le dit, elle a raison, très souvent les projets ne sont pas là. Je veux dire, bon, mais peut-être aussi qu'on n'aide pas assez, qu'on n'a pas assez d'aide à la formation de projets. Je veux dire, on pourra avoir d'autres formes d'aide, hein. Je veux dire, il y en a de plus en plus. La Banque mondiale a compris ça, mais on peut quand même pas dire que ce soit encore très répandu. Et Bon, puis souvent des projets qui sont pas aux dimensions où le demandent justement les fonds. Enfin, moi j'ai vu Monique Barbu a une grande exigence qui était celle aussi de quand elle était au FEM. Et donc on a des petits projets, on a beaucoup de petits projets qui ne oui, sont, qui n'ont pas les dimensions qu'exige l'aide voilà, internationale. qui ne rentrent pas, oui, mais c'est ce que je veux dire, qui ne rentrent pas dans les cadres de l'aide. Et donc, à partir du moment où ils sont Oui, mais pas. c'est peut-être l'aide qui doit changer. Ce que je dis, c'est pas simplement apporter de l'argent, c'est apporter des réformes. Bon, ça, Séville l'a un peu dit quand même, hein, je veux dire, mais voilà. Donc, si vous voulez, alors je ne sais plus du coup quelle était la question. Oui, bah, enfin, moi, je trouve que la COP30 est très mal partie. Alors, vous allez dire encore que je suis pessimiste. Mais je le suis, honnêtement, là, je le suis pour cette COP30. Alors, c'est malheureux parce que c'est le 10e anniversaire de l'accord de Paris et je sens que la France va le célébrer comme si de rien n'était. Mais ça, c'est une bêtise. On a vraiment beaucoup, beaucoup à euh, acquérir en lucidité, je veux dire. L'accord de Paris pour l'instant, a assez bien fonctionné, bien que très lentement. Il a enfin, il n'a pas réussi en matière d'adaptation, ça c'est clair. Il est parti beaucoup trop tard en adaptation. Il a aujourd'hui, enfin, il faut quand même penser que Oui, mais en même temps, sur l'ensemble des pays de l'ONU aujourd'hui, alors que pour faire un rapport, l'ONU a besoin de tout le 28 septembre. Vous avez aujourd'hui 32 NDC, hein, c'est-à-dire 32 engagements de diminution chiffrés, 32 sur sur 100, l'ensemble des 195, je crois, pays de l'ONU. Enfin, c'est quand même vertigineux, je veux dire. Ça veut dire que si je sais bien compter, vous n'avez même pas un cinquième. Bon, donc si vous voulez, c'est quand même vertigineux. Donc, imaginez que, alors, bon, les gens vont arriver, on va arriver effectivement, hein, à plus, bien entendu. Mais comment bâtir une politique à partir de l'accord de Paris là-dessus? Alors, il y a aussi la théorie qui dit oui, mais ça s'est déjà passé, puis après ça a repris, etc. Alors, ça va personne reprendre, qui dit rien. ça va. Quelles sont les raisons pour lesquelles ça peut reprendre? Il y en a trois. La fin du mandat Trump, à la condition que euh, quelqu'un lui succède qui soit différent. Ça m'est égal, républicain ou démocrate, mais différent. Bon, de toute façon, il faut attendre 3 ans. Et on voit bien à quel point 3 ans, c'est dramatique, étant donné l'accélération du réchauffement.
Première raison d'espérer, qui est quand même aléatoire. Deuxième raison d'espérer, les catastrophes, c'est-à-dire que la multiplication des catastrophes. Et troisième raison d'espérer, et ça j'y crois, mais il faudrait que ça soit beaucoup plus organisé. C'est pour ça que nous, on fait pour célébrer l'accord de Paris le 5 novembre, juste avant la COP, une réunion sur les sociétés civiles, un sursaut des sociétés civiles et des sociétés civiles locales, des sociétés civiles qui, si vous voulez, font des choses, et particulièrement les villes, les collectivités. Et ça, je crois que c'est là-dessus que nous devons nous appuyer, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de villes démocrates aux États-Unis qui peuvent rejoindre ce mouvement. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faudrait faire à échelle mondiale, de nouveau. Oui, bien sûr. C'est pour ça que moi je soutiens beaucoup et on est très proche de Climate Change qui justement essaye de porter la bonne parole au niveau de la société civile. Ça, c'est une action très importante. Vous avez quelques grandes organisations internationales qui s'appuient sur la société civile, mais là, il est complètement temps de faire des coalitions de société civile avec les entreprises parce que les entreprises ont compris leur intérêt là-dessus avec les entreprises et je crois que ça, c'est vraiment très important. Et c'est quelque chose, à votre avis, qui va pouvoir être porté à Belém, qui sera mûr pour Belém? Non, Non. il va y avoir des prémices, je pense, mais je crois que, vous savez, enfin, rassembler pour qu'elles aient des C'est forces très ambitieux. importantes de la société civile, c'est 5 ou 10 ans. Bon, Eh oui. pour l'instant, les sociétés civiles aussi, c'est les peuples. Et si les peuples se mettent à voter pour des partis qui ne croient pas au réchauffement climatique, vous aurez une contradiction extraordinaire entre les courants légitimes, entre guillemets, par le vote et les courants qui sont tellement moqués aujourd'hui en étant traités de verts, de fous d'ailleurs, carrément par certains États, bon, ou certaines organisations. Très bien. Donc, on est quand même sur une situation extrêmement pessimiste, enfin, sur un enjeu qui est pessimiste pour tout ça. Alors, justement, la position est-ce qu'une constitutionnalisation de ces problèmes servirait à quelque chose? Moi, je vais d'abord commencer avant la constitutionnalisation. Franchement, que je vois assez mal parti dans. Enfin, nous, par exemple, c'est constitutionnel, hein. La charte euh, Mm. qu'avait fait voter Chirac est adossée à la Constitution. Donc, la lutte contre le réchauffement climatique, etc., elle est constitutionnelle. Bon, donc, est-ce que ça change? Ah, bah si, juridiquement, si. Elle est, Et en ces termes elle est précis, tellement elle est elle est tellement constitutionnelle qu'elle sert de fondement aux jugements qu'ont gagné de grandes ONG comme Agir pour le climat, etc. Donc ça, c'est vrai. Bon, moi, je crois beaucoup plus à l'arrêt qui a été rendu à la fin du mois de juillet par la Cour internationale de justice, qui donc est une émanation, enfin est un organe de l'ONU, qui dit très clairement que le réchauffement climatique est un droit de l'homme. Voilà. Et ça, c'est la première fois que la lutte contre le réchauffement climatique, bien entendu, est un droit de l'homme. Donc ça, c'est la première fois que c'est dit. Comment ça va être utilisé par les Et États? est-ce que vous pouvez rappeler en deux mots, justement, Oui, comment ça s'est l'ONU avait passé parce posé que tout c'est simplement la important. question à sa Cour de justice et la Cour de justice a jugé que la lutte contre le réchauffement climatique était un droit de l'homme, mais surtout que tous les textes qui parlent des droits de l'homme ont un lien avec cela. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, pour les États-Unis, le message, c'est ce n'est pas parce que vous vous retirez de l'accord enfin, de la Paris, l'accord de oui. Paris, de l'accord de Paris que vous ne devez plus lutter contre le réchauffement climatique puisque vous êtes partie prenante à toutes sortes de traités qui sont des traités sur les droits de l'homme. Voilà. Et donc ça, c'est très, très capital et normalement,
Alors, ou bien le droit n'existe plus dans ce monde, ce qui, après qui tout, est un risque, hein, un risque, et on se moque de tout ça, mais enfin, les cours qui ont quand même, au niveau national, des moyens de faire respecter le droit si vous êtes dans des États démocratiques, je dis bien si vous êtes dans des États démocratiques, les cours peuvent se saisir de manière extrêmement forte de cet arrêt. Donc commençons par là. La constitutionnalisation ne me semble pas pour l'instant comment dirais-je, un instrument très efficace à l'ordre du jour. Donc, si on résume, d'abord territorialisation, coalition de villes. Territorialisation et organisation de la société civile en surmontant ces divisions pour un objectif vital qui est la lutte contre le réchauffement et la préservation de la biodiversité. Donc, premièrement. Deuxièmement, aide internationale pour que les démocrates aux États-Unis se restaurent. Et ça, je crois que c'est un enjeu absolument très, très important. Troisièmement, maintien contre vents et marées de l'ODD 16 avec une réforme de l'ONU, puisqu'on puisse conserver le cadre de l'ONU pour résoudre les conflits. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui se poseraient? Je crois que beaucoup de monde nous a quittés parce qu'il est... Oui, il y a des gens qui sont partis. Laurent est Voilà. parti, mais peu Voilà. importe. Mais je vais poser quand même une dernière question avant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose encore à demander à Bettina? Mais comme je ne vois rien, donc on va rester. Je pense qu'on va se quitter sur ces paroles et ces enjeux. Donc, on rappelle peut-être les grands rendez-vous ou vos grands rendez-vous. Alors, vous avez, Euh, alors, allez-y. le grand rendez-vous, c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui est en cours en ce moment, mais dont la session au niveau supérieur va commencer lundi prochain. Vous avez, avec une journée climat et une journée ODD, effectivement. Euh, Alors, c'est quand est-ce qu'elle est cette journée? ah bah, ça, je ne sais pas ça par cœur, je suis désolée, mais là, vous Non, me... non, mais c'est Voilà. voilà. Deuxièmement, vous avez évidemment Belém, hein. Bon, ça c'est très très important. Vous aurez, je pense, Et on y sera moins nombreux, hein, parce que on on sera, a eu énormément de problèmes voilà, financiers et de voilà. logement. Donc, Oui, mais on y sera moins représenté que d'habitude. donc ça c'est dramatique parce que ça va complètement à l'encontre de ce que je disais sur la société civile, hein. Je veux dire, voilà. Et le grand enjeu, ça va être à Belém aussi de voir comment se comporte le Brésil, parce que le Brésil a toujours eu un rôle de lien entre le Nord et le Sud. C'est lui qui avait, en 92, accueilli le premier, enfin le deuxième, mais c'était le premier grand sommet avec les conventions. Donc voilà. Donc vous avez, si vous voulez, je veux dire, voilà, ces deux grandes dates, et puis évidemment le G20 d'une part, et d'autre part, évidemment, le Conseil européen qui va décider de l'objectif 2040. Ça, c'est les grandes dates. Quant au comité 21, ben, la date, c'est le 5 novembre pour pouvoir assister à justement ce forum sur l'accord de Paris et les suites de l'accord de Paris vues de la société civile. Donc, et ça, c'est à l'Académie du climat. Ben, vous en savez, Non? Ah non, pardon, j'avais cru, hein. non, le lieu n'est pas encore fixé. Décidé. Très bien, Il pardon. est possible que ça soit à l'Académie du climat, il est possible que ça soit ailleurs. La date sera fixée en fin de semaine prochaine, j'espère. Très bien. Voilà. Bon, merci Bettina. Donc, À eh vous. ben, j'espère que on vous transmet bien sûr tous les papiers qui seront issus de cette réunion, mais je crois qu'elle est surtout très préparatoire à cette COP de Belém. Oui, euh, nous sortons la semaine prochaine une note au comité 21 sur la situation, un panorama international, effectivement, pendant l'Assemblée générale et avant Belém.
Très bien. Donc, il diffusait à la presse. Oui, bien sûr. Oui, très bien. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, merci, au revoir à tous.